Radio J, dont vous êtes l'invité Alain Griset. Bonjour. Bonjour. Alors la France est sous couvre-feu généralisé depuis hier soir. Comment dans ce contexte rassurer les PME, les artisans et les commerçants, autant de professions qui font partie de votre domaine de compétences ministérielles. Au-delà, comment gagner la guerre contre l'épidémie du coronavirus et quid aussi de la campagne de vaccination? La France est-elle en mesure de gagner la guerre des doses? Mais avant de vous retrouver Alain Griset, je vous propose d'écouter le portrait que va faire de vous Judith Mergui. Bonjour Alain Griset, bonjour Frédéric Aziza. Micro, petite, moyenne, on en croise de toutes les tailles. Mais vous savez ce qu'on dit, ce n'est pas la taille du mât qui compte, c'est le mouvement de la marée. En tout cas, notre invité les aime solides, actives et dynamiques. Alain Griset, bonjour. Vous êtes ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises. Qu'est-ce que vous bossez, Alain ? Vous n'arrêtez pas. S'ils font un biopic sur vous, je vote pour l'acteur Craig T. Nelson. Vous savez, c'est le papa dans Les Indestructibles. Ouais, on voit la ressemblance, mais c'est aussi le chef de famille solide et robuste dans la célèbre série Parenthood. Nos auditeurs qui vont bien sûr se jeter sur le replay vidéo de cette séquence verront la ressemblance dans nos écrans. Vous êtes né en 53. Donc, si mes calculs de la calculatrice smartphone sont bons, ça vous fait 67 ans. Et si pour certains, c'est l'âge de la retraite, vous, à l'inverse, vous êtes on fire. Vous faites passer les plus grands workaholics pour des fainéants, monsieur Alain Griset. Il faut dire que depuis 6 mois et quelques jours, vous êtes devenu ministre dans le gouvernement Castex. Et ça, monsieur Griset, on s'en doute, ce doit être grisant. Personnage discret, restant à l'écart des buzz et autres distractions politiques, vous dégagez pas mal de temps pour faire votre job, du coup. Et ça nous fait tout drôle, là, nous, on n'a pas l'habitude. Vous n'êtes pas le plus médiatisé des ministres et c'est bien dommage, car votre histoire, pour citer Mirabeau, elle déchire sa race. Et à elle seule, elle pourrait inspirer notre jeunesse déprimée. Frédéric, vous voulez que je vous raconte ? Allez-y. Monsieur grandit sous le soleil du nord de la France. Vous savez, celui qui menace plus d'une carence en vitamine D que d'une insolation. Wikipédia dit de vous, son père est ouvrier métallurgiste et sa mère arrête de travailler après la naissance de ses enfants. Voilà, donc on voit bien que Wikipédia n'a pas eu de gosse. On rappelle que se consacrer à l'éducation de ses enfants est une sacrée entreprise. Alors petite ou moyenne, ça je sais pas. Mais je sais juste que le salaire est à chier, la reconnaissance inexistante et ton bonus de fin d'année, c'est un cendrier en pâte à sel. Alors que tu ne fumes plus. Oui, messieurs, parce que nous, on a dû, comme avec l'alcool, les sushis et les autres plaisirs de la vie, abandonner et apprendre à s'en passer pendant notre grossesse. Alors oui, messieurs, ça vous concerne pas, certes, mais je voulais faire ce gros big up et rendre hommage à Madame Griset, votre maman, et à toutes les mamans au foyer, ces créatrices de start-up où tout est à faire. Bref, après ça, vous grandissez, vous foirez votre bac en grande pompe. Quoique maintenant que vous connaissez Blanquer, il va pouvoir vous arranger ça. Je sais pas, un petit coup de Tipex, quelque chose. Enfin, ça, on va bien s'arranger, quoi. Vous devenez standardiste dans une société de taxi à 19 ans, mais rapidement, vous y lâcherez le combiné pour y saisir le volant. À 21 ans, vous devenez vous-même chauffeur de taxi. Mais comment on passe des pédales d'une voiture aux manettes d'un ministère, Comment on passe de la direction assistée à la direction d'assistée? Comment est-ce qu'on passe de chauffeur à en avoir un attitré rien que pour soi? Vous me direz, dans les deux métiers, on ne compte pas les heures et c'est toujours la course. Alors non, ce n'est pas en déposant un client par hasard à Bercy que vous avez vu de la lumière et que vous êtes rentré. Si Castex et les chevaliers de la table hexagonale n'ont pas résisté à vous débaucher, c'est pour votre connaissance concrète des PME. Fort d'un long parcours de syndicaliste, et puis vous avez été aussi chef d'entreprise, vous prendrez même la tête de l'U2P, organisation patronale qui regroupe les artisans et les professions libérales. Donc en gros, pour faire court et pour faire simple, jusqu'à juillet dernier, c'est vous, monsieur Griset, qui faisiez barrage dans l'agenda des ministres et qui réclamiez de meilleures conditions. Alors certains verront peut-être son entrée au gouvernement comme une trahison, une menace de couper le contact avec la réalité des travailleurs. Et oui, monsieur Griset, allez-vous passer du côté obscur de la force ? Mais on peut aussi y voir une chance d'avoir enfin un homme de terrain qui pilote et qui maîtrise le circuit, et non un énième énarque conducteur du dimanche qui refuse de mettre les mains dans le cambouis. Votre défi est de taille, puisque je le rappelle, 9 sur 10 des entreprises en France sont des PME, et dans ce carambolage sanglant causé par la crise sanitaire, on prend conscience de votre valeur et de vos connaissances. Vous, notre Samina Seri de Bercy, vous décidez de passer la 5e, de mettre les gaz et insister pour augmenter les aides aux PME. La crise du Covid, vous comptez bien lui faire une queue de poisson et la laisser dans votre rétroviseur.
Mais alors qu'en novembre, vous êtes lancé à pleine vitesse, une flaque freine votre course et vous éclabousse un peu, au passage. La haute autorité pour la transparence de la vie publique saisit la justice à votre sujet pour omission substantielle d'une part de votre patrimoine et soupçon d'abus de confiance. On vous reproche d'avoir placé une somme confiée par la Confédération nationale de l'artisanat. Là, bim. Vous restez digne, vous gardez le contrôle du véhicule, vous cherchez à éviter la sortie de route et dans un dérapage contrôlé, vous répondez avoir fourni à la justice tous les justificatifs demandés. Maintenant, on attend que la justice fasse son travail. Lors de vos interviews, vous balayez l'épisode d'un coup d'essuie-glace, rembrayez immédiatement sur la crise qui est, vous dites, votre unique préoccupation. Nous sommes arrivés à destination, messieurs. Je vais arrêter le compteur, mais sachez que votre profil me plaît. Celui qui dit aux jeunes sur le terrain en France, un jour, vous serez ministre. Je vous souhaite donc une belle route à vous et selon moi, la France a besoin d'hommes et de femmes robustes comme vous qui en ont encore plein sous le capot et sous la capote. Merci à vous. Merci Judith. Vous reconnaissez dans ce portrait que vient de faire Judith Mergui de vous ? Et on passe facilement du métier de taxi à celui de ministre ? Je ne suis pas passé de métier de taxi à métier de ministre. Avec quelques Il y a années eu entre deux quand même quelques carrière. longues années dans lesquelles j'ai eu à exercer d'autres responsabilités. Et alors, donc, ce portrait, ça vous convient ? C'est vous ? Il n'y a pas de difficulté. Une partie, naturellement. Ouais. Alors, pour commencer à analyser, on va parler de ce qui fait l'actualité, c'est-à-dire ce couvre-feu généralisé qui a été mis en place depuis hier soir 18h. Est-ce que si ce couvre-feu ne permet pas de stopper la circulation du virus, il faut s'attendre à un nouveau confinement ? Tout d'abord, nous faisons tout pour éviter ce confinement. Parce qu'on a bien vu les conséquences d'abord économiques du premier confinement, même si le deuxième, ça a été moins grave, et aussi les conséquences pour les hommes et les femmes, sur le plan psychologique et sur le plan relationnel. Donc l'objectif du gouvernement est vraiment d'arriver à maintenir le nombre de cas aujourd'hui dans un taux le plus limité possible et d'éviter le confinement. J'espère sincèrement que ce couvre-feu le permettra. Et donc on le saura dans 15 jours ? Je pense qu'on a 15 jours, 3 semaines là, qui sont extrêmement importants. D'abord, la première relativement bonne nouvelle, c'est qu'on a constaté que le 24 et le 31 décembre, globalement, les Français ont respecté les consignes et il faut leur dire merci. On n'a pas vu un pic arriver depuis quelques jours. Et puis là, naturellement, il y a le variant anglais qui est là, et donc l'interrogation de savoir si ça va être contenu ou pas. Donc si on arrive dans les 15 prochains jours, 3 semaines à maintenir le variant anglais, on peut être plus optimiste. Ça veut dire entre le 10 et le 15 février, on saura tout ça ? Je pense qu'on aura des éléments qui nous permettent d'envisager un avenir un peu plus serein. Un peu plus serein. Alors on va parler justement de la manière dont vous envisagez les choses à Bercy et au gouvernement. D'abord, les dispositifs de soutien à l'économie. Donc ils vont être maintenus jusqu'à l'été, mais pourtant de nombreuses PME, des responsables de petites et moyennes entreprises disent qu'ils n'ont rien touché depuis la rentrée. C'est dû à quoi ? Écoutez, en tout cas, si jamais il y a une PME qui a des droits qui n'a pas touché, qu'il nous le fasse remonter. Et il nous arrive, encore la semaine dernière, d'avoir des entreprises qui nous disent, là, il y a un petit problème, on regarde, et globalement, on arrive à trouver la solution. Donc, nous avons mis en place des dispositifs, avec Bruno Le Maire, qui, au bout du compte, permet de couvrir les difficultés de l'ensemble des secteurs. Alors, on a encore des progrès à faire sur certains. Je l'assume, on continue à travailler par exemple sur les salles indoor, sur les salles de sport. On a résolu le problème des grossistes en boissons la semaine dernière. On va en reparler de toute façon un peu plus tard. Voilà, donc globalement, on arrive à soutenir l'ensemble des secteurs d'activité. Alors il y a aussi les indépendants qui disent on n'a pas forcément été traités comme les autres. Est-ce que par exemple pour les indépendants, vous préparez un plan précis, spécial pour les indépendants ? D'abord, dans le terme indépendant, beaucoup d'entreprises sont des indépendants. Puisque en France, il y a 3 millions d'indépendants, et donc beaucoup d'entrepreneurs. Après, derrière, chacun utilise son vocal, mais ils sont dans le groupe des indépendants. Et donc, le président de la République m'a demandé, dès ma nomination, de travailler spécifiquement pour essayer d'améliorer l'environnement global des indépendants, c'est-à-dire sur le plan juridique, fiscal, social, réglementaire. Et donc, dans les prochaines semaines, je serai amené à proposer un certain nombre de mesures permettant d'améliorer leur situation. Ce sera prêt quand ? En ce qui me concerne, je veux dire, moi je pense que fin février, début mars, ça sera prêt. Ensuite, naturellement, tout ça sera proposé au Premier ministre, au Président, et en fonction des décisions, on verra de la manière dont ça peut évoluer. Et quelles pistes vous avez en tête ? Vous savez, elles sont nombreuses. Vous savez, j'ai dit depuis très longtemps que les travailleurs indépendants
travaillaient dans un environnement qui n'avait pas été construit pour eux. On a des réglementations, des lois qui ont été faites globalement pour les très grandes entreprises, et donc il est nécessaire sur le statut juridique, sur le calcul des cotisations, sur la transmission d'entreprise, sur la formation. Tous ces sujets-là sont des sujets qui nécessitent au moins qu'on regarde et qu'on apporte des propositions. Donc ça veut dire que tout ce plan que vous êtes en train de préparer sera validé et mis en œuvre avant 2022 ? Je le souhaite, mais il y a une petite partie de ce plan qui peut être législative, donc il faudra trouver les créneaux, il faut naturellement que le Parlement puisse l'approuver, et puis ensuite il y a beaucoup d'autres dispositions qui peuvent relever ou du PLFSS ou du PLFR, le projet de loi de finances de la sécurité sociale ou pas, donc nous essaierons. Maintenant le première étape, c'est le fait que le Premier ministre et le Président considèrent que les propositions sont conformes à leur objectif. Alors il y a aussi donc le cas des PME, des artisans. Qu'est-ce que vous leur répondez aux patrons des PME, des artisans et aux commerçants qui vous disent, et ça nous fait reparler de l'actualité, que ce couvre-feu généralisé obère leur avenir et peut déboucher sur des faillites et des dépôts de bilan en masse? Je ne pense pas sincèrement que le couvre-feu en tant que tel peut être cet élément déclencheur. Alors les commerçants disent, ça nous fait perdre 10 à 20% de nos chiffres d'affaires. Bon, écoutez, on va regarder. Tout d'abord, c'est pas partout pareil. Vous savez, moi, je suis pas parisien. À Lille, les commerçants s'arrêtent à 19h. Donc on a de 18 à 19. Et il m'étonnerait beaucoup qu'on fasse 20% de son chiffre d'affaires entre 18 et 19h. Ensuite, il y a beaucoup de villes pendant lesquelles, par exemple, l'heure du midi est fermée. On peut très bien imaginer qu'on regagne une heure à midi. Certains, d'ailleurs, ont commencé même à ouvrir une heure plus tôt. Donc, moi, je comprends que ça puisse de nouveau être considéré comme un coup de plus et, en termes de morale, toucher les entrepreneurs. Par contre, en termes de perte de chiffre d'affaires, nous allons regarder, naturellement, mais je suis pas persuadé que ça soit quelque chose de très significatif. Alors, un couvre-feu qui risque aussi, sans doute, peut-être, je sais pas, de perturber les soldes qui débutent la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est exactement l'interrogation qu'est la nôtre, c'est de voir de quelle manière, jour après jour, le nombre de cas, les hospitalisations vont ou pas augmenter. Bon, nous avions prévu, et j'ai décidé de mettre les soldes le 20 janvier pour 4 semaines, parce que c'était globalement demandé, en particulier par les indépendants. Bon, la sécurité sanitaire étant prioritaire, on verra en fonction de la situation sanitaire s'il est possible ou pas de maintenir cette situation. Mais par rapport au couvre-feu, donc des magasins qui ferment à 18h, est-ce que vous considérez que ça peut perturber les soldes ? Et que ça peut faire baisser le chiffre d'affaires des commerçants? Non, je ne pense pas. Ce que je viens de dire il y a quelques minutes pour dire qu'il peut y avoir une adaptation des horaires doit pouvoir permettre au bout du compte. Vous savez, le consommateur va s'adapter. Et je suis persuadé que les commerçants le feront aussi. Idem pour le dimanche. Est-ce que c'est acquis que les commerces puissent rester ouverts tous les dimanches jusqu'à éventuellement pendant quelques mois? Pas totalement. Bon, ça l'a été de façon automatique au mois de décembre. À partir du mois de janvier, ça nécessite qu'il y ait des accords locaux. Donc, ce qu'on propose naturellement, c'est que ceux qui envisagent éventuellement d'ouvrir en mois de février, il puisse y avoir, localement parlant, avec les préfets, des concertations et des demandes qui soient faites pour que tout ça soit régularisé au fur et à mesure. Et ça sera accueilli avec avec bienveillance. Avec bienveillance, oui. Avec bienveillance par le gouvernement, à partir du moment où la concertation ait eu lieu et que tous les éléments soient pris en considération, y compris naturellement le fait que les salariés soient partie prenante. Alors il y a aussi un gros problème, c'est celui des restaurateurs, des restaurants, des hôtels aussi, des salles de sport, des salles de spectacle, des salles de cinéma et autres lieux de culture. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'avoir un calendrier relatif à tous ces lieux? La réponse est non. Parce que tout calendrier pourrait à tout moment être démenti. On voit bien que, si vous permettez l'expression, cette cochonnerie de virus nous réserve quand même quelques surprises. Et donc, oui, parce qu'au départ, on avait dit les restaurants pourront réouvrir le 20 janvier. Et là, c'est fini. Il avait été envisagé cette ouverture en fonction de la situation sanitaire. Ça a toujours été dit par le président et le Premier ministre, nos décisions sont prises en fonction de cette situation sanitaire. C'était la priorité qui a été édictée depuis le mois de mars. D'ailleurs, personne en France comprendrait le contraire. On soutient également l'économie. Mais la priorité absolue, c'est le sanitaire. Donc on constate, et les restaurateurs se sont d'ailleurs eux-mêmes rendus compte. Je les ai vus très régulièrement. Dès le début janvier, ils ont bien vu que la situation sanitaire, le variant anglais, allait probablement les empêcher d'ouvrir le 20. Bon. Donc aujourd'hui, la chose naturellement est acquise, ça ne sera pas le 20, mais il n'y a pas de possibilité de donner de date
précise, ni même approximative de réouverture. Donc pas de possibilité de donner date précise, ça veut dire que on sait même pas si ça sera où, si ils pourront ouvrir en février, en mars, avant l'été. On sait pas ça. Si vous me demandez ma position, je dirais plus vite possible. Mais plus vite possible en fonction des conditions sanitaires. Donc non, on ne peut pas leur dire. Par contre, ce que je dis et je confirme, c'est naturellement que nous allons continuer à les soutenir jusqu'au moment où ils vont pouvoir reprendre une activité normale. Nous avons adapté les dispositifs. Quand on regarde les premiers fonds de solidarité au mois de mars, et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est sans commune mesure. Il y a un an, hein. Oui. Sans commune mesure. Et donc, nous les soutenons, et je pense qu'aujourd'hui, le soutien financier, naturellement, ne gomme pas leur amertume de ne pas travailler. Moi, j'ai bien conscience que pour les restaurateurs et pour tous les professionnels, fermer, c'est dramatique, intellectuellement parlant. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est de les soutenir sur le plan financier pour éviter, justement, les dépôts de bilan que vous évoquiez tout à l'heure. Et à ceux qui parlent d'une dictature sanitaire, qu'est-ce que vous répondez ? Donc, écoutez, moi, je pense que personne n'aurait compris en France que le gouvernement ne mette pas cette priorité aux sanitaires. C'est les images qu'on voit dans certains pays où les gens meurent dans les couloirs des hôpitaux parce qu'il n'y a plus de place, qu'on est obligé de mettre malheureusement les défunts, je veux dire, dans des frigos. Enfin, tout ça, c'est pas supportable. Et ça serait pas supportable. Et on est quand même à 70 000 morts en France. Oui, naturellement. Mais on est, je veux dire, globalement, dans une moyenne qui n'est pas d'ailleurs la plus élevée. Ce virus fait des morts. Bon, il y a eu peut-être moins de morts pendant la grippe. On verra, on fera tout ça, on fera l'analyse. Mais c'est vrai que c'est dramatique. Il y a beaucoup de morts. Je veux dire que personne ne pouvait faire, je crois, il n'y a pas eu de miracle beaucoup. Les pays dans lesquels il y a eu beaucoup moins de morts, c'est souvent les pays asiatiques, dans lesquels il y a là des comportements qui sont différents. Puis j'ai vu une étude la semaine dernière qui laisse à penser que s'il y a moins de morts dans les pays asiatiques, c'est parce que depuis des années, des dizaines d'années, ils ont pu un peu être immunisés. Et puis c'est la culture du masque aussi. Voilà, la culture du masque, l'immunisation collective, du fait qu'ils ont subi beaucoup de virus. Bon, mais en dehors de l'Asie, dans tous les pays du monde, on est dans la même situation. Enfin, avec certains pays européens qui se situent en matière de mortalité en deçà des chiffres français. Oui, vous savez, ça, moi je suis beaucoup plus prudent parce qu'on voit bien que des pays, même comme l'Allemagne, comme la Suisse, qui étaient dans un premier temps épargnés, depuis quelques semaines, en ont beaucoup plus que nous. Donc je pense qu'il faut être prudent, chacun fait pour le mieux, en fonction aussi de ses cultures, et nous verrons dans quelques mois, à l'époque où j'espère tout sera fini, la façon dont on pourra faire l'analyse du nombre de morts par pays. Sur la question donc précédente, la prévision de réouverture de ces lieux, restaurants, ainsi de suite, donc toute prévision aujourd'hui est totalement hasardeuse, serait totalement hasardeuse. Oui, parce que malheureusement, on peut avoir des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, ça serait qu'effectivement, le virus arrête de circuler et avec le vaccin, on arrive à une situation qui permet de réouvrir. Et on peut avoir les pires des nouvelles où le variant anglais ou un autre variant se propage et qu'on soit obligé de reconfiner, ce qui serait vraiment le pire du tout. Et la durée, donc, je veux dire, tout pronostic est hasardeux et mettrait le gouvernement dans une situation où on nous dirait, mais vous nous avez dit ça et en réalité, c'est pas ça. Et qu'est-ce que vous dites aux restaurateurs qui affirment que 2 restaurants sur 3 auront déposé leur bilan d'ici la fin de la crise? Depuis que je suis ministre, et même avant, j'ai beaucoup entendu de pronostics, que ce soit de la part d'économistes, de la part des journalistes, sur le fait qu'il y aurait des défaillances. Moi, j'ai entendu, au mois de mars dernier, vous allez voir, au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août. J'ai même une date en tête, le 7 octobre, qui était la date de réouverture des procédures contentieuses pour les tribunaux de commerce. Pour l'instant, on n'a pas vu ça. On a même, pour 2020, eu près de 30% de défaillances en moins. Donc je crois que par an, c'est à peu près 50 000 défaillances. 50 000, c'est la vie classique économique qui génère à peu près 50 000. Donc ça veut dire qu'on est aujourd'hui à peu près à 40 000 un peu moins. On est autour de 30-35 000. Donc il y a eu moins de défaillances. Alors, est-ce qu'il y en aura plus en 2021 ? Je ne peux pas le dire. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que à partir du moment où l'État continue d'accompagner, les entreprises sont soutenues. La question sera ensuite, est-ce que la reprise sera forte ou pas ? Et est-ce que tous ceux qui vont reprendre auront une activité, entre guillemets, rentable ? Donc ces questions vont se poser et on commence déjà à travailler pour voir de quelle manière on va pouvoir accompagner les secteurs les plus en difficulté. Et par exemple, comment vous pourriez accompagner les restaurateurs une fois qu'ils pourront réouvrir leur restaurant ? D'abord, chez les restaurateurs, on aura sûrement des situations extrêmement variées.
Après le 11 mai... Varié, ça veut dire il y aura Paris et le reste de la France. Voilà. Entre le 11 mai et le mois d'octobre. Moi qui n'habite pas Paris, quand le samedi, je souhaitais aller au restaurant, il fallait réserver. Parce que les gens étaient pleins. Par contre, on voit bien que Paris a beaucoup souffert. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de tourisme. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de congrès, il n'y a pas d'événements. Donc il est possible qu'il y ait beaucoup d'endroits où les restaurants fonctionnent comme il faut. Et il est possible qu'à Paris, ce soit difficile. Donc là, il faudra accompagner pendant une période suffisante, parce que je comprendrais que les restaurateurs nous disent « Attendez, on n'est pas rentable, on va fermer ». Bon, une entreprise qui n'est pas rentable, elle n'a pas vocation à rester. Donc, il faudra regarder comment on va les accompagner. Et de quelle manière, alors ? Par exemple, ils vous demandent de faire un geste en ce qui concerne les terrasses chauffées, la valorisation des déchets, ou donc les soutiens versés éventuellement après la crise. Et là, on se place dans une situation d'après-crise. Oui. Et on ne sait pas quand ça va arriver. Vous abordez des sujets qui sont vraiment très différents, si vous permettez les prendre un par un. D'abord, s'il y a une question de rentabilité, il y aura la question ou des cotisations sociales ou du soutien financier. C'est-à-dire les annuler, les cotisations sociales ? Reporter, annuler, diminuer, enfin tout ça, c'est des choses qui pourraient être discutées. Ensuite, vous évoquez la question de la valorisation des déchets. Ce sont les restaurateurs eux-mêmes, leurs représentants, qui, au début de mon arrivée au mois de juillet, m'ont dit, mais nous, ce qu'on voudrait bien, c'est au-delà de dire on est fermé, on est ouvert, regardez comment on peut nous-mêmes contribuer à toute cette évolution indispensable de valorisation des déchets. Bon, et donc on va travailler avec eux. J'ai rendez-vous la semaine prochaine pour. Et pour nos éditeurs, ça veut dire quoi, valorisation des déchets ? C'est-à-dire réutiliser, enfin tout ce qui n'est pas mangé, ce qui reste dans les assiettes ou tout ce qui n'est pas utilisé par le restaurant. Comment on peut, au bout du compte, le valoriser pour faire autre chose avec, plutôt que de le jeter bêtement à la poubelle. C'est-à-dire le vendre, par exemple. Le vendre ou alors le transformer. Donc là, il va y avoir des propositions que nous allons regarder avec beaucoup d'intérêt. Et pas le resservir le lendemain. Je ne pense pas que ça soit dans l'idée de qui que ce soit. Donc, comment on peut réussir à donner de la valeur à ces déchets ? Donc, avoir un chiffre d'affaires peut-être complémentaire, éventuellement. Oui, mais ça peut être marginal, mais c'est aussi une question d'image pour eux. Hein. Ensuite, il y a la question des terrasses chauffées. Bon, une décision a été prise, elle doit s'appliquer au mois d'octobre prochain. Donc, la suppression des terrasses chauffées. Voilà, dès que cette annonce a été faite par ma collègue Barbara Pompili, j'ai demandé à ces professionnels de venir discuter pour voir pour eux quelles conséquences et comment trouver des solutions éventuelles. Donc, nous allons continuer à travailler avec eux. Vous savez, la concertation est le maître mot de notre ministère, sur tous les sujets. Quels qu'ils soient, il faut qu'on puisse travailler avec les professionnels, regarder leurs propositions, leurs difficultés et essayer d'y répondre. Autre dossier d'actualité, c'est les stations de ski. Où en est-on en ce qui concerne les stations de ski, monsieur le ministre ? Tout d'abord, le Premier ministre, et j'avais participé à ces 3 réunions, à 3 reprises entendu, écouté l'ensemble des acteurs de la montagne. Et ils sont nombreux. Et je dois d'ailleurs leur rendre hommage parce que, à l'occasion de ces réunions, on a vu combien ils avaient beaucoup travaillé, ils avaient fait des propositions extrêmement sérieuses pour espérer rester ouverts. Alors, parmi les propositions, il y a bien sûr le respect des règles sanitaires. Il y a aussi la possibilité au cas où les stations pourraient ouvrir, de prolonger les vacances de février d'1 semaine. C'est possible ou pas, ça ? Donc, d'abord, revenir sur le fait que ces acteurs avaient proposé des protocoles très stricts pour considérer qu'ils pouvaient ouvrir. Bon, le résultat, c'est pas tellement le fait de faire du ski, parce qu'au bout du compte, les stations sont restées ouvertes. Et il y a des gens qui ont fait de la raquette. Oui, mais avec beaucoup moins de chiffre d'affaires. Enfin, bon. Après, on va reparler des déclarations du jour de Henri Giscard d'Estaing. Oui. Par contre, on voit bien que notre objectif, c'est d'éviter le brassage de population. Et lorsque on a fini de faire du ski à 16h ou 16h30, ensuite, il y avait tout le monde qui se regroupait. Donc, mais si vous avez un couvre-feu à partir de 17-18h, il n'y a plus de brassage de population après l'ouverture des pistes. En tout cas, il y en a entre 16h30 et 18h. Bon. Donc, hier, le Premier ministre a annoncé que le 20 janvier prochain, il regardera la situation sanitaire pour donner ou pas la possibilité d'envisager l'ouverture des stations. Donc, c'est à cette date qu'on connaîtra cette décision. Alors, des déclarations aujourd'hui d'Henri Giscard d'Estaing, le PDG du Club Med, dans le JDD, il demande au Premier ministre d'autoriser la réouverture des stations de ski pour les prochaines vacances de février, car selon lui, c'est une question de survie, il y a 100 000 emplois en jeu. Est-ce que vous êtes en mesure de lui apporter l'assurance que les stations seront ouvertes pour les vacances de février ? La réponse est non. Non. Et M. Giscard d'Estaing, d'ailleurs, a fait le même commentaire que j'ai entendu pour le mois de novembre avec les commerçants.
qui beaucoup à l'époque nous ont dit mais attendez, fermez au mois de novembre, c'est dramatique, on va tous être en faillite. Bon, on a mis en place pour les commerçants. Lui, il dit c'est la survie du secteur. Hein. C'est exactement ce que les commerçants ont dit. Et je crois que c'est 10 milliards, c'est une certitude, 10 milliards de chiffre d'affaires pour le secteur. Oui, non, mais tout ça est sûrement juste, et je comprends cette réaction. Je vous dis, c'est exactement la même réaction que j'ai entendue des représentants des commerçants au mois de novembre. Et alors vous répondez quoi, Régis Cardessin ? Je vais répondre le fait que d'abord au mois de novembre, on a montré que l'accompagnement qu'on avait donné aux commerçants a permis à ceux-ci de passer le moment, et le Premier ministre a déjà décidé de mettre en place des outils spécifiques pour les stations de sport d'hiver. D'abord, pour les remontées mécaniques, on a travaillé sur un dispositif financier qui est bien au-delà de tout ce qu'on a mis en place pour l'instant. Et pour les autres activités de la vallée, donc tous ceux qui sont indirectement concernés, impactés par cette fermeture, ils vont être pris parmi les sujets prioritaires. Et donc on va les accompagner financièrement suffisamment de façon à ce que justement ils n'aboutissent pas à ce pronostic de fermeture. Une précision. Donc quand je vous entends, j'ai l'impression que aujourd'hui c'est acté. Les stations ne pourront pas rouvrir. Non, pas du tout. Je vous dis qu'il y aura une analyse de fait le 20 janvier, et c'est au regard de la situation que le Premier ministre prendra ses décisions. Alors, et justement, vous dites le Premier ministre donnera sa position le 20 janvier, parce que Henri Giscard d'Estaing dit que une décision rendue publique après le 20 janvier serait trop tardive. Donc, ça veut dire que le 20 janvier, on saura précisément ce qu'a décidé le gouvernement. En tout cas, le 20 janvier, le Premier ministre regardera au regard de la situation quel élément il pourra donner sur l'ouverture ou pas, sur une perspective ou pas d'ouverture. Et vous souhaitez qu'elle puisse rouvrir, je suppose ? Écoutez, je veux dire, tout le monde dans le gouvernement souhaite que l'économie puisse reprendre. Il n'y a pas un ministre qui va dire moi je préfère que l'économie ne tourne pas. Mais par contre, tous les ministres sont d'accord pour dire que la situation sanitaire est prioritaire. Situation sanitaire prioritaire dans tous les autres domaines. Beaucoup de restaurateurs, d'hôteliers, de grossistes, de responsables de salles de sport et de lieux de culture considèrent aussi que les assureurs n'ont pas joué leur rôle et ne jouent pas leur rôle dans la mesure où elles refusent de faire jouer l'assurance responsabilité civile et continuent pourtant à prélever les primes d'assurance. Qui a raison ? Est-ce que ce sont les assurés ou est-ce que ce sont les assureurs ? Moi, j'ai dit à plusieurs reprises que je pense que dès le début de cette crise sanitaire, les assureurs n'ont pas eu le message, n'ont pas répondu à l'attente des professionnels, en tout cas en termes relationnels. Bien. Ensuite, il y a la question des contrats. On s'est aperçu qu'il y avait d'ailleurs beaucoup de contrats qui excluaient d'office le risque pandémique. Et même pour ceux qui ne l'excluaient pas, les assurances n'ont pas joué. Ensuite, il y avait une partie de ces contrats dans lesquels il y avait la certitude que ça pouvait être pris en compte. Les assureurs ont payé, et après il y a des contrats sur lesquels il y a des contestations, sur lesquels il y a le doute sur la lecture du contrat. Il y a même eu des procès. Hein. Oui, mais il y a encore des procès. Donc comme il y a des procès, on va les laisser se dérouler. Il y a eu des procès qui ont donné raison aux professionnels, d'autres qui ont donné tort. On va laisser la procédure aller jusqu'au terme, et à terme on fera l'analyse de tout ça. Donc vous ferez l'analyse de tout ça. Est-ce que ça veut dire que les assureurs devront revoir la manière dont ils envisagent les choses en cas d'épidémie ? Il y a eu depuis plusieurs mois des discussions qui ont lieu entre les assureurs et nous, entre les assureurs et puis les professionnels, pour voir s'il fallait instaurer ou pas un nouveau risque pandémique. Pour l'instant, les éléments qui ont été mis sur la table n'ont pas permis d'aboutir à un accord. Donc on va regarder dans les prochaines semaines si c'est un sujet qu'il faut reprendre ou pas. Alors la reprise va dépendre aussi et surtout de la réussite ou non de la campagne de vaccination. Là pour l'instant, Bruno Le Maire table sur une croissance de 6%. C'est un chiffre ferme ou pas, 6% de croissance en 2021 ? Non, c'est un chiffre qui a été, produit suite aux études de la Banque de France, qui nous paraît raisonnable. Naturellement, encore une fois, tout ça est dans un environnement qu'on ne peut pas totalement maîtriser sur le plan sanitaire, mais nous pensons aujourd'hui raisonnable d'imaginer une croissance de 6%. Encore une fois, au regard de ce qui s'est passé à la reprise du 11 mai. La reprise a été beaucoup plus forte que tout le monde l'imaginait. Moi, je pense qu'il y a une vraie attente des Français de consommer. Il y a d'ailleurs certains d'entre eux qui ont réussi à économiser, puisqu'on a plus de 100 milliards aujourd'hui d'économies qui peuvent participer à la reprise. Donc, si jamais nous arrivons à la fin du premier semestre à un retour de l'activité normale, on peut penser qu'on aura ce rebond de 6% en 2021. Donc, premier semestre, ça veut dire à l'été. Et est-ce que vous lancez un appel aux Français en leur disant il faut consommer ? Oui, clairement.
Naturellement. Je crois que chacun, aussi bien d'ailleurs sur le plan sanitaire que sur le plan économique, chaque Français a une parcelle de la réussite entre ses mains. Sur le plan sanitaire, chacun respecte les gestes barrières, éventuellement chacun se fait vacciner, participera d'arrêter la pandémie. Et sur le plan économique, tous ceux qui le peuvent consomment, ceux qui ont mis de l'argent de côté consomment de façon à reprendre l'activité économique. La vaccination, la campagne de vaccination, est-ce que les retards dans la production des vaccins Pfizer ne remettent pas en cause les objectifs de la France en ce qui concerne le nombre de personnes vaccinées d'ici l'été ? Je ne crois pas. D'abord parce que nous avons appris ce matin que le report n'est pas été aussi important que ça, puisque ils avaient annoncé un mois, là, ça serait qu'une semaine. Ensuite, dans les prochaines semaines, on peut imaginer qu'il y aura d'autres vaccins qui vont être validés. Et moi, je suis persuadé que nous aboutirons au résultat escompté. C'est-à-dire ? Résultat escompté qu'on est dans la population française, qui dépendra aussi de ceux qui acceptent ou pas le vaccin, mais d'un nombre de Français vaccinés qui nous permettra d'arriver à une situation sanitaire dans laquelle on pourra reprendre une activité économique normale. Il y a plusieurs chiffres qui ont été indiqués par des ministres, 12, 15, 25 ou 26 millions. C'est quoi le bon chiffre ? Moi, je ne suis pas spécialiste sanitaire, loin s'en faut. Moi, je suis favorable à ce que tous les Français qui puissent se faire vacciner et se le fassent. Moi, je lance un appel aux Français. Je connais la réticence, d'ailleurs, qui diminue un peu. Mais on doit tous contribuer. Et moi, à titre personnel, je le dis, dès que je serai dans la tranche d'âge qui permet de le faire, je me ferai vacciner. Je crois qu'on doit tous comprendre que cette cochonnerie de virus doit être combattue et chacun doit y contribuer. La France, est-ce qu'elle est en mesure de gagner la bataille des doses de vaccins ? Oui, naturellement. Il y a eu des négociations qui s'est faites au niveau européen, de façon à ce que nous puissions avoir un nombre de vaccins suffisant. Bon, tout ça, naturellement, doit se mettre en place, mais j'ai pas de doute, la France sera à l'heure, aura les moyens nécessaires pour réussir à combattre ce virus par le vaccin. Et pourquoi la France, les laboratoires français, en l'occurrence Sanofi notamment, ne sont pas au rendez-vous de ce vaccin ? Écoutez, il y a des process technologiques qui ont été utilisés différents. Vous avez vu, au début, il y a eu des tests qui ont été faits qui n'ont pas donné totalement satisfaction. Donc, Sanofi a repris le travail pour élaborer un produit qui soit plus sûr. Bon, on en prend acte. Sûrement qu'on aurait préféré que ça aille plus vite. Une déception ? C'est comme ça. Une déception, parce que naturellement, on aurait souhaité que Sanofi, ça soit plus rapide, mais c'est comme ça, c'est pas du fait du gouvernement, c'est fait partie de la vie des entreprises de réussir ou pas plus ou moins rapidement. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème avec la recherche française, monsieur le ministre ? Non, ça veut dire que simplement, à un moment donné, il peut pas avoir une réussite absolue à chaque fois qu'on essaie de bâtir un process. Et le vaccin, c'est quand même quelque chose de très compliqué d'ailleurs. C'est une chance mondiale qu'on ait un vaccin aussi rapide. Bon, Sanofi n'a pas pu le faire aussi vite que Sanofi lui-même souhaitait le faire. Bon, il nous annonce la fin de l'année, ça sera encore très utile, vous savez. On ne sait pas s'il faudra encore se vacciner tous les ans ou pas. Quand on regardera avec du recul dans quelques années, peut-être que ce retard-là paraîtra anecdotique. Et alors, est-ce qu'on nous dit aussi que Sanofi, et Sanofi le dit, pourrait fabriquer des vaccins Pfizer sous licence ? Ça peut intervenir quand ? Mais là, ça dépend surtout de l'accord qu'il peut y avoir entre Sanofi et Pfizer et les autres. Oui, les autres. Vous savez bien que pour que Sanofi produise les vaccins, il faut quand même qu'il y ait une connaissance d'un certain nombre, peut-être de secrets de fabrication. Donc ça dépendra uniquement de cet accord. Alors, selon un sondage IFOP, publié aujourd'hui par le Parisien, une majorité de Français est désormais favorable à un certificat vaccinal, un passeport de vaccination pour reprendre l'avion, les transports en commun et même pour accéder à certains lieux. Est-ce à dire que le gouvernement peut réfléchir à la mise en place de ce passeport vaccinal ? Vous avez sûrement en mémoire que c'est un sujet qui n'a pas été abordé de la même façon, mais qui avait un peu été abordé à la fin de l'année dernière. Et vous avez bien vu toutes les réactions qu'il y a pu y avoir par rapport à ça. Oui, mais là, maintenant, les Français, d'après le sondage, ils sont plutôt favorables. Est-ce que ça peut faire évoluer le gouvernement ? Est-ce que vous êtes un citoyen, vous dites, pourquoi pas, pour aller dans certains pays, dans la plupart des pays, et même en Corse, on demande un test PCR. Pourquoi pas un vaccin quand le vaccin sera à disposition de toute la population ? Oui, les Français étaient très défavorables, ils y sont maintenant un peu plus. Bon, donc on voit bien que ça varie. Le fait d'y réfléchir n'est pas en soi quelque chose qui dit que ça va être fait ou pas. Donc le fait d'y réfléchir, en ce qui me concerne, n'est pas gênant. Vous y réfléchissez, vous ? Pour l'instant, moi, c'est pas mon domaine. Mais qu'est-ce que vous en pensez personnellement ? Non, moi personnellement. Est-ce que c'est quelque chose qui vous choque ? Est-ce que ça serait attentatoire aux libertés ou pas ? Bon, si vous me posez, est-ce que ça me choque sur le fond ? Personnellement,
ça me choque pas sur le fond, mais c'est pas le domaine qui est le domaine de compétence qui est le mien, et ce sera un domaine sur lequel moi je ne prends pas position. Le ministère de la Santé travaille sur ces sujets-là, si jamais il considère qu'il doit y travailler, et en tout cas pour l'instant, il ne me semble pas avoir entendu que ça soit d'actualité. Alors il y a 2 réformes qui sont en suspens, Monsieur le Ministre, celle de l'assurance chômage et celle des retraites. Est-ce que la crise sanitaire ne les rend pas impossibles d'ici à 2022, ces 2 réformes ? Sur l'assurance chômage, Elisabeth Borne va, dans les prochains jours, reprendre contact avec les partenaires sociaux pour regarder de quelle manière on peut avancer sur ce sujet. Il me semble que cette réforme, au moins en partie, doit être mise en œuvre sur l'assurance chômage. Au moins en partie, ça veut dire quoi ? Quoi et comment ? Vous avez bien vu qu'il y avait une réforme qui était beaucoup plus globale, qui d'ailleurs à l'époque n'avait pas été comprise ou acceptée par les partenaires sociaux. J'en étais de l'époque. Bon, donc. Qu'est-ce que vous disiez à l'époque ? Non, mais à l'époque, nous n'étions pas d'accord contre quand j'étais partenaire social parce que ça ne reprenait pas les décisions que nous avions prises. Et alors le ministre a changé d'avis par rapport aux citoyens grisés ? Le ministre a pas changé d'avis par rapport non pas aux citoyens mais aux responsables professionnels. À l'époque, les représentants professionnels auraient souhaité que leurs propositions soient retenues. Bon, ça n'a pas été le cas, nous l'avions dit. Bon. Aujourd'hui, dans tous les cas de figure, comme il y a une reprise de la discussion avec les partenaires sociaux, d'ailleurs eux-mêmes peuvent très bien regarder la situation, faire évoluer leur position. Donc l'idée, c'est de regarder avec les partenaires sociaux de quelle manière trouver des solutions, parce que au bout du compte, l'UNEDIC a un déficit. Il existait, il s'est aggravé normalement, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour les salariés. Et donc à un moment donné, il faudra bien regarder de quelle manière trouver des solutions sur le long terme. À un moment donné, ça veut dire avant 2022 ou pas ? Sur l'assurance chômage, je pense que oui. Il faut qu'on arrive, avec les partenaires sociaux, à trouver des pistes qui permettront, d'une façon ou d'une autre, à trouver des solutions, pas d'équilibre tout de suite, mais au moins d'éviter de continuer à creuser les déficits. Sur la réforme des retraites ? Mais sur la réforme des retraites, pour vous faire une confidence, mais si vous reprenez les dires, tous les partenaires sociaux étaient favorables à une réforme. Tous. Alors, pas forcément la même, hein ? Non, mais oui, justement, pas la même. Sinon, c'était un peu plus facile. Mais sur le fond, chacun, avec sa vision des choses, considérait qu'il fallait une réforme des retraites. Et de mémoire, 70% des Français partageaient cette idée. Donc, même la CFDT, qui était favorable à la réforme proposée par Emmanuel Macron, aujourd'hui n'en veut plus. Non, mais ça, je reprends la situation telle qu'elle était quand Jean-Paul Delevoye était chargé de ce dossier. C'est que globalement, les partenaires sociaux considéraient qu'il fallait une réforme des retraites parce que le dispositif ceci ou cela, naturellement, ils n'étaient pas d'accord sur l'objet de la réforme. Et les Français y étaient très favorables. Donc, est-ce qu'il faudra un jour au point d'une réforme des retraites ? Sans aucun doute. Avant 2022, c'est ça la question. Après, ça, c'est une décision que le président prendra. Mais qu'est-ce que vous en pensez ? Non, c'est une décision que le président prendra. Elle peut être d'ailleurs paramétrique ou systémique. Est-ce que c'est purement financier ou est-ce que c'est l'organisation ? Donc le président a dit que sur ce sujet, il regardera. Pour l'instant, elle est différée. Attendons de voir la décision du président. Alors, dans l'actualité, Alain Griset, il y a aussi le dossier Carrefour, après le refus de Bercy d'autoriser une PMA amicale par le groupe canadien Couche-Tard. Les 2 partenaires veulent forger des accords de coopération. Est-ce que c'est accueilli avec bienveillance par le gouvernement et par Bercy, Alain Griset ? Oui, hier, Bruno Le Maire accord de coopération. Oui, les entreprises peuvent très bien coopérer sur tel ou tel domaine. Ce que le gouvernement refuse, c'était le rachat de Carrefour par Couche-Tard. Donc, accord de coopération, c'est possible ? C'est possible. Mais rachat totalement impossible oui. et définitivement. Définitivement. Alors, dernière question de cette émission, Alain Griset. L'affaire de ce livreur de Deliveroo qui a refusé d'assurer des livraisons pour 2 restaurants juifs de Strasbourg. Un livreur de nationalité algérienne condamné à 4 mois de prison ferme et qui devra aussi, c'est une décision de Gérald Darmanin, quitter le territoire français après avoir purgé sa peine. Qu'est-ce que vous inspire cette affaire et qu'est-ce qu'elle dit de l'état de la société française ? Ce qu'elle m'inspire, c'est qu'il ne faut rien lâcher. Et que naturellement, les sanctions les plus dures doivent être prises dans ces comportements, que ce soit pour un livreur, ou que ce soit pour n'importe quel professionnel, ou n'importe quel Français en dehors de son métier. Et que la France s'honore de pouvoir faire respecter et de pouvoir prendre des décisions. Quand vous dites qu'il ne faut rien lâcher sur l'antisémitisme. Oui, sur l'antisémitisme, pardon. Et sur tous ces excès de racisme et d'autres. Et donc, il ne faut rien lâcher. La France a des valeurs qu'il faut naturellement garder. Et lorsque un professionnel, en plus dans son métier, fait valoir ce qui a été fait, c'est totalement inacceptable. Alors qu'est-ce que ça dit de l'état de la société française, donc, non seulement par rapport à l'antisémitisme, par rapport à toute cette haine qu'on voit peindre depuis des années, le racisme ambiant, l'homophobie, ainsi de suite ?
Je crois que c'est un vrai défi pour notre société, qui est fragile dans ce domaine-là, mais il faut absolument réaffirmer nos valeurs et puis avoir la plus grande fermeté pour tous ceux qui, au bout du compte, n'acceptent pas ces valeurs qui font quand même la grandeur de la France. Merci en tout cas Alain Griset d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J, à dimanche prochain. Merci.